QI est inférieur au QI dit entre griffes normal, vous avez cette catégorie-là qui a besoin aussi qu'il y ait beaucoup de reportages, beaucoup de documentaires ou de reportages faits sur ces derniers, parce que simplement, c'est un handicap qui aujourd'hui doit être plus médiatisé. Parce que simplement, beaucoup de parents sont aujourd'hui dans des difficultés telles que ils ne se reconnaissent pas. Ils ne se reconnaissent pas. Vous avez un autre handicap que l'on semble ne pas considérer comme étant un handicap, et il est dans la déficience auditive, j'ai oublié tout à l'heure, c'est le bégaiement. Le bégaiement est un handicap. Le bégaiement est un handicap. Et pour en arriver plus ou moins à la fin de mon échange, parce qu'après je donnerai la parole à mon collègue pour éventuellement compléter, il y a tous les 4 ans, voire tous les 4 ans et demi, le forum, le Global Summit Disability, c'est-à-dire le sommet mondial du handicap. Tous les 4 ans, tous les 4 ans et demi. Et en dehors de cela, vous avez le sommet africain du handicap et on a des pré-sommets. Pourquoi? Simplement parce que c'est dans ces instances, dans ces moments, que nous redéfinissons les termes à utiliser. C'est à ces moments que nous redéfinissons les termes à utiliser. Un terme comme personne vivant avec le handicap, du 1er au 5 septembre 2024, nous nous sommes retrouvés à Nairobi au Kenya pour le pré-sommet mondial et le sommet africain du handicap. Et là, nous avons encore dit, désormais, nous ne voulons plus de personnes vivant avec le handicap. Nous ne voulons pas personne en situation de handicap, mais simplement personnes handicapées. Tout court. Ça résume tout. Mais on peut vous concéder quelquefois personnes en situation de handicap. Il y a le handicap irréversible et il y a le handicap réversible. Il y a 2 types. Je vais à la douche et je tombe à la douche, je me casse le pied. Je deviens handicapé, personne handicapée, mais pour un temps, le plâtre va durer 2 mois ou 3 mois. Après, je retrouve. Donc, ça, c'est réversible. Et l'irréversible, c'est lorsque c'est à vie. On ne peut plus. Sauf si la science, telle qu'elle évolue, va arriver à le permettre. Donc, vous avez justement le lexique du handicap qui va changer pratiquement tous les 4 ans ou qui va rester conforme après la durée des 4 ans si nous sommes tombés d'accord. Parce que nous voyons quelquefois dans les banderoles, nous voyons quelquefois dans les articles de journaux, comme je le disais, justement ce genre de termes. À chaque fois, personne vivant avec le handicap, personne vivant avec le handicap. Non. Ça va être interactif, vous allez poser les questions, mais je crois avoir été assez large dans les différentes typologies de handicap et plus ou moins avoir expliqué
l'angle dans lequel vous devez désormais attaquer. Si c'est le domaine sanitaire, vous allez aller chercher les définitions au niveau de l'OMS. Si c'est du domaine des droits humains, vous avez les protocoles, les chartes qui sont là pour vous donner les meilleures des définitions. Je passe la parole à mon collègue. J'ai été peut-être un peu trop long, mais je suis président de fédération et au Gabon, nous n'avons qu'une seule fédération et cette fédération est multi-handicap. C'est pour cela, vous voyez que je ne m'appesantis pas uniquement sur une seule typologie de handicap, mais j'ai le devoir de parler de tous les types de handicap lorsque l'on me donne cette opportunité comme ce matin. Merci. À la communication sur le handicap. C'est très important. C'est très très important et je crois que vous avez pu comprendre pourquoi on fait souvent du grand mélange dans les médias. Maintenant, moi, je vais m'appesantir, vous me donnez l'occasion de m'appesantir sur les aspects, les outils de communication et les techniques de communication. Pour parler en d'autres termes de l'accessibilité des médias, pour résumer. Dans l'accessibilité des médias, nous entendons les ressources utilisées pour recueillir l'information et la diffuser. Et nous entendons également les techniques utilisées par les acteurs, les hommes de médias. Alors, concernant, premièrement, les ressources utilisées, je m'appuie beaucoup plus sur le handicap. La loi camerounaise parle de handicap physique en distinguant le handicap sensoriel d'une part et le handicap moteur d'autre part. Donc, c'est un peu, chaque pays a vraiment, et c'est reconnu dans le monde, chaque pays a un peu, par exemple au Cameroun, les amélaniques ne sont pas considérés comme handicapés. C'est un autre combat que nous menons là-bas pour qu'ils soient reconnus. Parce qu'ils sont très... D'ailleurs, quand nous menons des activités, ils sont impliqués. C'est le législateur qui n'a pas encore conçu qu'il en fait partie au Cameroun. Alors, si j'utilise des ressources, je parle des handicapés sensoriels principalement, c'est parce que eux, ils sont ceux qui ont le plus de difficultés d'accès au contenu d'information. Je parle notamment des personnes en situation de handicap auditif ou qui souffrent de mutité, dont les muets. Ces derniers ont un problème lors de la transmission de l'information à travers la télévision, par exemple. D'ailleurs, la radio, c'est cuit, ils ne peuvent pas utiliser. Or, la technologie a évolué. Ils peuvent avoir un minimum d'informations il vaut mieux qu'on résolve les problèmes une fois, un minimum d'informations grâce au radio data system qui commence à entrer dans les médias, dans la radio. La radio data system, quand il est évolué, il ne se contente pas d'écrire RFI ou Midi 1. Vous allez voir que certains médias, pour les radios numériques, quand on regarde on écoute la radio avec le téléphone ou bien une radio numérique, parfois ça indique même la chanson qui est en train de passer, le programme qui est en train de passer. Au moins,
ça peut donner une information brève à la personne qui a un problème de surdité. Au niveau de la télévision, très souvent, ces derniers sont lésés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on parle et ils n'entendent pas. Et très souvent, on parle d'une certaine manière. Il peut, lui qui est habitué à, celui qui a la capacité de faire la lecture labiale, donc de lire dans les lèvres, il n'arrive pas parce que peut-être les caméras, bon, on reviendra sur les caméras par exemple, ne sont peut-être pas bonnes, le décor n'est peut-être pas bon pour lui faciliter la lecture labiale, surtout en fonction d'une certaine distance, ou alors la personne parle d'une certaine manière, n'a pas travaillé sa diction. Pourtant, la diction, c'est quelque chose dans les médias. Quand je vois les jeunes de l'ESTIC, l'École des sciences et techniques de l'information et de la communication, quand je les vois souvent, ils ont très souvent cet exercice de placer le crayon à billes entre la langue pour savoir prononcer le S, etc. Donc la diction compte beaucoup quand on fait de la télé pour qu'une personne qui souffre de surdité accède à l'information. Parce qu'il peut au moins lire les lèvres quand il est formé dans ce sens-là. Ils sont nombreux qui le font. La qualité du décor compte également beaucoup. Parce que les éclairages permettent de faciliter la lecture. Le déficient visuel, c'est-à-dire malvoyant et aveugle, son outil préféré d'information, c'est la radio. C'est pourquoi on a souvent l'impression que tous les aveugles parlent bien, parce qu'ils écoutent beaucoup la radio. Et là-bas, on va dire le seul problème qu'ils ont, c'est avec la manière dont le traitement de l'information se fait. C'est à la télévision que le problème se pose. Et permettez-moi de revenir sur les sourds et muets. L'autre problème à la télévision, bon, ce sera plutôt j'ai parlé des ressources utilisées. Donc, ils ont le problème avec le manque, par exemple, en plus, à la télévision, les sourds-muets, ils ont le manque, en plus, de la traduction en langue des signes. Ce qu'on appelle ce que vous appelez souvent les prime time, les émissions les plus courues. Vous allez voir qu'une télévision comme TF1 ou certains autres médias ou Europe 1, je ne vais même pas aller loin, en Afrique ici, chez les Ivoiriens, ils ne blaguent pas avec la langue des signes, surtout des éditions d'information, des grandes éditions d'information, pour que le sourd puisse s'informer aussi. C'est un droit. Le droit à l'information est un droit fondamental de l'homme. Donc c'est pourquoi nous insistons sur l'accessibilité de l'information. Dans nos médias, le plaidoyer ici, c'est que les médias aient, surtout télé, aient donc un traducteur en langue de signes, un signeur, pour venir, même si c'est à titre consultatif, s'ils ne peuvent pas, une chaîne de télé comme Gabon Première ou Gabon 24, je crois que ce n'est pas le moyen qui manque pour recruter ne serait-ce qu'un traducteur en langue de signes. C'est le plaidoyer aussi que nous sommes en train de faire chez nous. Ça a été testé. Quelquefois, ça a beaucoup satisfait ces cibles, mais on ne sait pas pourquoi nous insistons sur ce plaidoyer et il continue à ne pas passer. Alors que le test qui avait été fait, notamment en 2013, à partir de 2013 et quelques années plus tard, lors du discours de fin d'année du président de la République, avait beaucoup plu aux déficients auditifs, avait beaucoup satisfait
les déficients auditifs. Donc nous aussi, on a ce problème-là. Et puis, pour revenir donc aux déficients visuels, malvoyants et non-voyants, la télévision pose le problème, j'ai envie de dire, que ce soit la radio ou la télé, la diction compte. Mais le non-voyant a cette faculté à souvent très bien entendre. Ce qui fait que même nos téléphones ici, si je mets ma machine, vous allez vous rendre compte qu'elle parle très vite. Donc là, nous n'avons pas trop de problèmes. Et des gens se demandent, mais ça parle comme ça et tu entends quoi? Même quand j'écoute les voice WhatsApp, j'accélère, je mets au 2, à 2, niveau 2. Donc j'écoute ça très vite, là, il n'y a pas de problème. Là où nous avons le problème, c'est le problème de l'audio-description, justement. Parce que nous n'avons pas de problème auditif. Et donc, nous attendons même que vous décriviez le maximum possible, même de manière subtile. Les gens, généralement, je prends l'exemple des films, nous au Cameroun, nous déficients visuels, aimons intriguer les cinéastes. Il fait un film qui parle d'une thématique, il y a le danger qui arrive, et il te met un fond sonore qui annonce peut-être, je ne sais pas, la fête, ou juste parce que c'est bruyant, ou qui annonce, donc qui donne l'impression que c'est autre chose. Quand nous faisons un documentaire, ou bien un film documentaire, ou un film même tout simplement, la qualité des sons que nous utilisons, c'est important pour que le non-voyant sache ce que l'on veut décrire. Si on n'a pas le temps de dire, ici nous sommes à tel endroit, il faut faire, même si c'est le reportage. Si vous dites que, voilà, il y a tel problème, ou si vous ne voulez pas dire, parce que ça passe vite, faites ressortir le son de ce problème-là. Par exemple, vous dites la route est gâtée, la route est en piteux état, vous êtes dans un véhicule en train de circuler. Faites justement enregistrer comment le véhicule se fait des bonds. On va savoir que, ah tiens, la route n'est pas en bon état. Je ne sais pas si on me perçoit, la qualité des sons utilisés. Et puis, le non-voyant, en dehors de la télé, donc il y a aussi la description des scènes, comme par exemple, si on veut montrer qu'on est passé à 2 jours plus tard, si on a écrit 2 jours plus tard, on peut le dire aussi, 2 jours plus tard, dans le film. Puisque quand vous achetez les films en coffret, il y a la possibilité d'écouter ça. C'est vous qui choisissez quand on vendait encore les DVD, quand ça courait encore les rues. Effectivement, on choisissait quel type on veut écouter, soit c'est anglais, français, ou quand on veut voir, soit c'est anglais, français, soit avec le script qui passe en bas, soit effectivement avec d'autres précisions. Il précisait, il y avait les menus. Ça, je me souviens bien. Donc, je n'ai plus eu accès à ces choses-là depuis, mais je crois que si on le fait, effectivement, ça aide. Regardez les films qui passent souvent vers les 13h à TF1. L'audio, ils précisent toujours avant la diffusion du film. Les films souvent sur vraiment la société où il y a toujours un méchant et un danger, une famille. C'est souvent les films où il y a la famille et tout ça, là, je ne sais pas les détails. Alors, vous allez voir que il précise, ce programme est disponible en audio description. Parce qu'il ne blague pas avec cet aspect-là. Et maintenant, le déficient visuel a encore un autre problème, maintenant avec une autre source d'information, la presse. Parce qu'il n'existe pas de presse en braille ou de traduction en braille, en écriture braille chez nous. Mais heureusement, les avancées technologiques ont rendu les smartphones accessibles et donc ont rendu les smartphones accessibles et forcément permettent que l'on puisse mettre des contenus accessibles dans ces smartphones, la presse numérique. Mais très souvent, il y a des presses numériques qui viennent en photo.
le non-voyant ne peut pas les lire. Ça va apparaître comme une image. Apple fait l'effort d'être plus avancé dans la description des photos, mais c'est toujours très limité. Même quand on veut scanner une loi ou un document officiel, on scanne, et au lieu de faire le OCR, la reconnaissance, le système de reconnaissance optique des caractères, OCR, bon, optique, mais je traduis en français, reconnaissance optique des caractères. C'est quand on scanne et qu'on fait intervenir la reconnaissance optique des caractères, le non-voyant qui a un smartphone peut se balader dans le texte. Tant qu'il ne peut pas se balader dans le texte comme un fichier PDF texte, pas image, il y a problème. Il ne pourra pas accéder à l'information. Il faut que le fichier soit texte, que son curseur puisse se balader dans le document. Ça arrive très souvent aussi avec les lois, avec les communiqués, etc. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que quand on scanne, avant, il fallait acheter des logiciels. Nous, on a souffert vraiment de cela. Il fallait acheter des logiciels comme OmniPage, comme OpenBook, pour prendre le papier imprimé, scanner et utiliser OpenBook. Mais de nos jours, j'ai constaté en scannant certains documents que je pouvais directement les lire. Et la lecture était très bonne. Ça veut dire que la technologie nous aide en scannant, choisissons le format donc accessible lors de la conversion du document. C'est très important. Bon. Maintenant, je crois que j'ai dit que j'allais parler des aspects techniques et des outils. Je crois que j'ai déjà commencé à aborder les aspects techniques. Mais pour développer davantage, nous pouvons dire qu'il est très important que les médias, ça c'est sur le plan technique, ou en même temps de profiter pour faire un plaidoyer, se préoccupent de la question de l'accessibilité des médias. Pas seulement de l'information, mais des médias. Parce que mon prédécesseur, Monsieur le Président Ndouma, a parlé de certains textes existants. Mais j'ai envie de vous dire que, en plus de cela, de ces textes-là, quand nous regardons, il y a, je crois, un document international sur la société de l'information. Je ne me rappelle plus de quelle année. Je l'ai exploité rapidement il y a quelque temps. Il est recommandé dans ce document de rendre accessible l'information et de traiter même des questions d'information concernant les personnes handicapées parce que c'est une couche sociale, on dit minoritaire ou invisible, mais à force de l'oublier, elle deviendra donc gênante. Et pour qu'une cause ne soit pas gênante pour la société, il faut que l'on en parle et qu'on parte de se parler pour trouver des solutions là concernant. Et c'est pourquoi le programme d'action mondiale concernant les personnes handicapées de 1982, je crois, c'est même à partir de là qu'on a commencé à célébrer la Journée internationale des personnes handicapées, reconnaît le rôle fondamental des médias, effectivement, pour changer les habitudes en faveur des personnes handicapées. Pour que la prise en compte du handicap se fasse dans toutes les actions publiques, il n'y a pas mieux que les médias. Vous vous appelez quatrième pouvoir, mais en réalité, il n'y a pas plus puissant que le média. Parce que nous, en philosophie, par exemple, nous parlons de l'information. Très souvent, on regarde ce qu'on voit on en parle avec les médias occidentaux. On a l'impression, on leur reproche quoi? De construire l'information. Parce qu'en fait, ils savent sur quoi ils jouent. Plus tu entends quelque chose, plus tu prends ça comme la norme, comme la référence. Et effectivement, si les médias font donc des plaidoyers permanents, la société va commencer à se dire, mais pourquoi c'est nous qui sommes en déphasage? C'est nous qui ne sommes pas normaux. Les médias ont une grande influence.
Et c'est donc pourquoi, depuis une vingtaine d'années au Cameroun, nous avons expérimenté d'abord le pionnier fut un certain Didier Onana, honneur vraiment au père. C'est un jeune, mais il est pionnier. C'est lui qui a fait la première émission sur le handicap en FM. À Yaoundé, on appelait ça au cœur de l'espoir. Au départ, il appelait au cœur de la souffrance, et plus tard, il s'est dit, avec la fréquentation du milieu, c'est devenu au cœur de l'espoir. Effectivement, c'était un magazine, et plusieurs ont repris. Moi qui faisais des émissions d'animation, des talk shows et tout ça, depuis bientôt 10 ans, depuis 2017, j'anime le programme Forum Handicap que je produis avec mon associé, et on a sollicité des droits de diffusion dans plusieurs médias à Yaoundé et à Douala qui nous ont été concédés. Nous produisons, si ici on nous a donné 30 minutes, on diffuse pour 30 minutes. Si ici on nous a donné 1 heure, on fait une émission d'1 heure, et si là-bas c'est 30 minutes, on divise en 2, on en fait pour 2 émissions. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas seuls. Il y a Michel Fauzeux également, qui fait Approche Handicap sur une autre radio. Les objectifs sont les mêmes, mais c'est que nous voulons saturer l'espace. Il y a Luc Yombi, qui fait Lueur d'espoir. Et les heures ne sont pas les mêmes. Il faut que les gens s'habituent à entendre ça à la radio. Et je me rappelle quand nous lancions la première édition de Forum Handicap, c'est passé, et nous avons eu la grâce d'avoir un droit de diffusion sur la radio la plus suivie de Yaoundé, Royal FM. Et ça passait un dimanche juste après les émissions politiques, 12h30. Et puis on avait parlé de l'aveugle qui regarde la radio, qui regarde la télé. Et puis justement, des amis ont commencé à m'appeler, mais tu dis que l'aveugle regarde la télé, comment est-ce qu'il raconte le film, comment un aveugle peut raconter mieux le film que quelqu'un qui a vu? Parce que justement, quand la mise en scène a été bien faite, mais c'est évident d'attirer l'attention de ceux qui se contentent de regarder, que attention, non, en fait, tu n'as pas écouté tel son. En fait, parce que parfois on se demande, mais ça s'est passé comment? Les scénaristes, ils écrivent leur scénario, les metteurs en scène, ils savent qu'est-ce qu'ils mettent pour que tout le monde accède à l'information. Quand il y a un scénariste professionnel. Et ça nous aide souvent beaucoup à comprendre les films. Et c'est pourquoi nous n'aimons pas les films où on passe la journée à courir, à faire beaucoup de bruit à la fois. Comme M. Ndouma vous disait qu'il faut qu'on limite au maximum les bruits. Effectivement, parce que vous allez voir difficilement un aveugle qui aime les films où on court, on tire de gauche à droite et tout. Parce que là, à ce moment, ça devient... Il faut limiter quand même le type de bruit. C'est quoi, on aime les films d'intrigue, on aime les films, etc., qui ont une histoire. Bon, ça c'était pour le petit, pour revenir un peu. Mais ça va donc bousculer les habitudes. Un aveugle qui raconte Bad Boy, qui raconte, je ne sais pas quel autre film, Men in Black, je ne sais pas. C'était impressionnant. Les gens m'appelaient, ceux qui me connaissaient. Donc si ceux qui me connaissent ont réagi comme ça veut dire que d'autres ont une nouvelle perception de la chose. Parce que parfois, il m'est arrivé d'aller au stade, quand j'étais étudiant surtout, on disait, mais un aveugle part au stade, fait quoi? Alors que, il y a une ambiance que j'ai aussi, même si je ne vois pas ce qui se fait au terrain, il y a une ambiance que je peux décrire sur le stade. Quand je reviens, celui qui a regardé à la télé ou bien parfois celui qui ne peut pas savoir, j'ai un rôle que je joue ou alors j'ai des informations que je perçois quand j'y vais. De toute façon, je ne vais pas ignorer quand c'est mon camp qui a marqué ou quand c'est le camp de l'adversaire. Les réactions vont me dire. Mais il y a un plus en termes d'émotion, en termes de manière de réaction, etc., que je prends comme information que les gens ne regardent pas. Donc, on voit que sur ce point, donc, ça permet de construire une nouvelle... Et puis, c'est important d'avoir ces émissions
Pourquoi? Parce que ça permet aussi que les gens, mon prédécesseur parlait tout à l'heure des termes techniques de différenciation, des catégorisations, des typologies. Souvent, c'est les malvoyants qui en souffrent le plus. Parce qu'ils voient un peu. On dit qu'il est malhonnête, qu'il voit, qu'il fait semblant de ne pas voir. Alors, très souvent, nous demandons pourquoi, quand c'est quelqu'un qui est sur fauteuil roulant ou qui marche assis et l'autre marche sur béquille, ça ne vous pose pas de problème. Mais pour peu que celui-ci, dans sa malvoyance, qui est même souvent très complexe, parce que vous pouvez savoir, les aveugles ont des problèmes. Un gars va te voir bien la journée, le soir, il ne voit rien. Il va bien voir quand il y a de l'ombre. Quand il est sous le soleil, il ne voit rien. Donc, les yeux sont alors terribles. Mais les aveugles, les personnes déficientes visuelles, ont tellement de problèmes. Et si, justement, en fonction des sujets traités, c'est pourquoi vous vous rendez compte que nous sommes en train de créer une radio, parce qu'il ne manquera pas d'éléments à traiter, d'émissions, parce que toute la grille des programmes a été faite. On ne pourra pas manquer d'émissions à faire. Parce que les sujets sont intenses, rien concernant la déficience visuelle, rien concernant l'éducation. L'autre enjeu de ce genre d'émission, c'est que ça permet de développer chez le déficient, dont les personnes handicapées, le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, on parle d'eux. Ah, ils sont considérés. Oui. On parle d'eux, ça veut dire qu'ils sont considérés. Il y a un autre aspect, c'est... Attends, je vais regarder un peu. Il y a l'éducation des masses sur les besoins particuliers des personnes handicapées, ce qui est très mal connu. C'est très important. Il y a la lutte contre les formes de préjugés et de discrimination. C'est pourquoi il faut traiter les questions du handicap dans les médias, en parler régulièrement. Offrir une plateforme d'expression aux personnes handicapées, leurs proches et toutes les personnes qui en sont affectées. Ça peut être les amis, les épouses, etc. C'est important. Il y a la promotion des talents. Quand on parle de promotion des modèles d'intégration, pour que ça permette aux autres de sortir ou de faire sortir les autres. Il est plus facile pour la radio de faire sortir 10 aveugles de la maison que pour un sensibilisateur de marcher, de dire je cherche où est-ce qu'il peut avoir un aveugle pour l'amener à l'école, qui désormais fréquente. C'est un élément important, c'est d'où l'enjeu dans le traitement par les médias du handicap. Alors, il y a l'information des personnes handicapées elles-mêmes sur leurs besoins et les ressources qui peuvent... Parce que vous croyez que vous ne pouvez pas le faire, mais si vous avez accès à un consultant, un expert, alors vous pouvez justement favoriser l'information de la personne, de la personne handicapée ou les acteurs sociaux sur les besoins, peut-être qu'il ignore, et les ressources qu'il peut utiliser face aux besoins dont il a connaissance. Et puis, un autre enjeu, qui est d'ailleurs l'une des raisons de notre média, c'est de diversifier la couleur des médias. Les médias sont trop monotones. Tout le monde veut faire une émission, une matinale de tel style. Tout le monde veut faire les émissions de débat politique, les appels à l'actualité où on parle. Tout le monde veut faire les débats politiques où on a des invités du dimanche. Tout le monde veut faire celui qui commencera à parler du handicap et peut-être rediffusera ça avec beaucoup de méthodes dans la semaine. Il aura plus d'attraction. Et puis, peut-être même, on ne dit souvent pas d'intérêt, pas d'action. Il peut dégoter un financement. En tout cas, il peut attirer très aisément les partenaires au développement. Donc, c'était sur cette petite dose d'intéressement que je préfère arrêter mon intervention pour le moment. Merci. 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 Alors, je l'ai oublié tout à l'heure, mais il m'est revenu. Le traité de Marrakech qui met en place une bibliothèque universelle qui est logée en ce moment au Kenya. Où là, vous avez toutes les sources d'informations
des livres en audio et elle est enrichie tout le temps, justement, cette bibliothèque universelle. Elle est vraiment importante, ce traité-là. Ça aussi, vous pouvez en prendre connaissance parce que c'est un traité qui appelle justement les États à la numérisation à outrance et en format accessible. Alors, nous avons terminé cette partie-là. Nous allons rentrer dans la partie interactive. Donc, à ce moment, vous avez la liberté de poser vos questions et nous sommes... Vous savez, la faculté qu'a le Gabon, c'est que le Gabon est très réactif à tout traité international. Sur les 9 conventions, par exemple, les 9 traités et conventions de l'ONU, nous en avons signé 8 sur 9. Il ne reste que la convention sur les peuples migrants. C'est la seule dont en ce moment nous n'avons pas encore signé. Mais le traité de Marrakech, oui, nous sommes partie prenante parce que simplement nous sommes dans l'Union mondiale des aveugles, nous sommes dans l'Union francophone des aveugles et l'Union africaine des aveugles. Donc, nous sommes bel et bien partie prenante du traité de Marrakech. Maintenant, la photographie. Mais qui ne voudrait pas être pris en photo? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas des yeux, non. Mais les autres nous décrivent la photo. Les autres nous disent, ah mais tu étais bien dans cette photo, mais cette photo, elle te sied, elle est. Et à partir de ça, nous aimons aussi être pris en photo. Et la photographie, pour nous, ça permet justement non seulement de conserver des instants, non seulement la photographie voyage à travers le temps et les années, et ça vient toujours rappeler que à telle ou telle période, nous avons fait telle ou telle activité, ou nous étions à tel ou tel endroit, et ça vient démontrer justement aux masses que nous existons et que nous aussi, nous avons besoin de la photo et que derrière cela, il y a peut-être une expertise qui se cache. Aujourd'hui, nous avons, entre parenthèses, participé au dialogue national inclusif, mais nous sommes fiers, nous, personnes handicapées, qui avons participé, de dire nous allons être dans les annales du Gabon. Vous voyez? Et là, nous nous sentons, comme il l'a dit, nous nous sentons non seulement valorisés, mais inclus dans le processus. Et nous avons besoin d'être inclus. Le thème de la journée cette année est, on va le rappeler, amplifier le leadership des personnes handicapées pour un monde inclusif et durable. Vous voyez? Il est évocateur. C'est que, naturellement, l'image, photo ou vidéo, c'est illustratif. Donc, on a intérêt, naturellement, à faire usage de ces éléments. Pourquoi? Parce que, effectivement, ça permet de voir le parcours qui a été réalisé et ça permet davantage, à travers ce parcours, cette rétrospection, ou cette rétrospective sur le parcours, ça permet aussi de motiver, de toucher les cœurs. Nous savons que c'est les images qui boostent souvent. L'image a ceci de particulier que soit elle plaît, soit elle énerve, soit elle révolte, vraiment. Et qui n'aimerait pas effectivement faire usage de l'image pour présenter peut-être une situation aux yeux du monde dans laquelle il aimerait sortir. Donc, c'était une omission, mais merci de nous l'avoir rappelé. Donc, il faut toujours illustrer quand on parle du handicap. Je
parlez chez vous de termes péjoratifs, est-ce que les photos aussi ne peuvent pas avoir un caractère pris dans un angle, je veux dire, péjoratif pour la personne handicapée? Très bonne question. Effectivement, c'est lorsque vous voulez faire ressortir quelque chose de particulier. Mais dans quel sens? Dans le sens d'éveiller les consciences, dans le sens d'appeler à l'humanitaire, ou dans le sens de nuire. Parce que la presse a ceci de particulier, c'est qu'elle peut vous élever comme elle peut vous descendre. Et vite fait, hein, très vite fait. Et ça, c'est généralisé. Ça n'a pas besoin d'être handicapé ou de ne pas être handicapé. Alors, quel est le but de l'image? Quel est le but de l'image? Quel est le but du texte, du documentaire, etc. Vous allez aller filmer, et ça s'est démontré, je ne sais pas si c'est Gabon Première ou Télé Africa, et là vous me donnez justement cette opportunité, qui allait filmer quand même jusqu'à un certain niveau où on se dit, mais il y a un problème. Les images sont passées il y a 2 ou 3 jours, là. Dans l'un des médias. Non. Vous êtes sans savoir que il y a une limite à ne pas franchir. Et donc, en tant que journaliste, lorsque vous allez dans lorsque vous préparez vos sujets, vous êtes en rédaction entre vous et vous arrivez à vous auto-censurer sans même que... Pourquoi? Parce que vous vous posez avant plusieurs questions de dire quel va être l'impact, qu'est-ce que ça va susciter, etc. Donc là aussi, c'est au communicateur de s'auto-censurer lorsqu'il voit que là, la limite est dépassée. Effectivement, ça appelle à la liberté de l'homme de médias, de reporter d'image, sa capacité à juger, parce que le but n'est pas effectivement de tout vous dire, ou de vous dire tout ce que vous devez faire. Vous devez développer des réflexes, justement. Et j'ai envie de prendre un exemple, puisque vous nous en donnez l'occasion. Quand je deviens enseignant, professeur de lycée, la Cameroun Radio Television, CRTV, l'Office des radios et télévisions, arrive au lycée et se rend compte qu'il y a un déficient visuel, là où j'étais affecté. Ah tiens, il demande au chef d'établissement ils peuvent me prendre en image. Et elle dit, mais oui, elle me fait appeler. Et c'est comme ça qu'il décide de passer en classe, dans ma classe. BBC a fait la même chose. Bon, quand l'image passe, plus tard, j'étais en train d'utiliser mon ordinateur et un vidéoprojecteur comme tableau. Et je peux pas vous dire les commentaires que ça a suscité sur Facebook, plus tard sur la plateforme numérique de la CRTV. Et nous avons utilisé ça parce que nos instruments, quand on est dans le leadership handicapé, il faut capitaliser. Nous avons donc pris ces choses, ces éléments, ajouté à l'expérience que j'avais déjà je suis le premier enseignant de lycée. On a voulu me mettre au bureau, j'ai dit non. Mes cadets et mes congénères, mes pères vont certainement me maudire d'avoir pris le bureau. Même si je sais qu'étant dynamique, je peux faire quelque chose là-bas. Je peux réussir à avoir des avantages là-bas. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie au lycée. J'ai presque choisi le lycée. Quand on m'envoie même au lycée, on croit que je m'en vais enseigner les personnes aveugles. Parce que je dis, bon, c'est le centre régional des examens pour déficients visuels. Envoyez-moi donc là-bas. Et on dit, ok, on t'y envoie. Mais pourtant, quand j'arrive, je vais en salle de classe. Mais nous avons pu porter ça, pour ajouter à d'autres éléments dont nous disposions, pour faire le plaidoyer auprès des instances décisionnelles. Et à partir de là, en 2014, l'ENS
l'école normale supérieure de Bamenda, une des régions anglophones du pays, a recruté presque une dizaine de déficients visuels. C'était à peine quelques années plus tard. L'ENAM a recruté les déficients visuels. Et grâce à ces petits éléments de support de plaidoyer, j'ai même été associé l'année dernière, je peux le dire, à la discrimination positive en faveur d'une personne handicapée à l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun, pour que une personne soit admise. Vous voyez que les éléments de plaidoyer sont, on peut le dire parce que ce n'est pas de la triche, ce n'est pas de la fraude, c'est prévu par la loi par rapport à la compétence égale au Cameroun, et je crois que même ici. Donc, la vidéo, les images, c'est important. Ça nous sert, ça vous sert de faire vos diffusions d'informations, mais ça nous sert aussi d'éléments de support de plaidoyer. Merci. Oui. Aujourd'hui, j'apprends que ces personnes handicapées, donc c'est un plus. Moi, je vais revenir sur les termes. Vous avez parlé des termes péjoratifs. Mais nous, au niveau de la presse écrite, par exemple, quand nous écrivons nos articles, nous pensons à tout le monde. Nous pensons à celui qui est, l'intellectuel. Nous pensons également à celui qui, à la villageoise, entre griffes, pour ne pas également être péjoratif. Donc, nous devons apporter des termes que tout le monde peut comprendre. Donc, vous avez parlé de celui qui est atteint de la lèpre. On parle de bacille de Ansel. C'est l'albinos. Aujourd'hui, on ne parle plus d'albinos, on parle de amélanique. Donc, les personnes qui sont dans des endroits reculés ou bien qui n'ont peut-être pas cette information-là vont être complètement perdues. Quand on parle de bacille de Ansel, ils ne sauront pas de quoi on parle. Donc, et si moi je mets le preux, on peut mettre ça en justice. Donc, comment je fais pour l'équilibre? Est-ce que je peux mettre dans mon article, par exemple, monsieur tel atteint du bacille de Ansel, communément appelé le preux en griffe? Est-ce que c'est possible? Ça permet à tout le monde de comprendre. Voilà, justement. Ouais, c'est la capacité là, à laquelle justement le but de ça ce matin. Ouais, vous-même vous venez de trouver le juste milieu. Vous voyez, à partir des nouveaux éléments qu'on vous a donnés, vous-même vous arrivez aujourd'hui à ajouter pour enseigner, parce que le rôle de la presse que vous êtes, c'est enseigner. Enseigner à qui? Enseigner à la masse. Et dans la masse, vous-même vous avez spécifié les différentes catégories qui composent la masse. Donc, vous allez d'abord chercher à enseigner celui qui n'a pas la connaissance. Donc, c'est celui qui se retrouve dans l'arrière-pays, qui va au champ tous les jours. Mais, justement, c'est mettre les éléments de langage pour l'intellectuel et en même temps mettre les éléments de langage pour celle qui se retrouve à aller au champ tous les jours. Et là, vous avez fait le juste milieu parce que vous vous êtes adapté. Et vous avez trouvé et vous vous êtes rendu accessible. C'est ça l'accessibilité dont nous parlons là. C'est allier les deux. Oui. Oui. Bon, moi, je reviens toujours sur la préoccupation de la consoeur, parce que j'aime la précision. Comme elle a dit, avant, on disait personne handicapée. Ensuite, on nous a dit maintenant personne vivant avec un handicap. Je viens de noter, vous avez dit on ne veut plus ça. Bon, finalement, qu'est-ce qui vous dérange à nouveau dans personne vivant avec un handicap? Étant donné que au départ, ça a été trouvé de péjoratif personne handicapée. Et vous voulez qu'on revienne encore à l'ancienne appellation. Alors, au début de mon propos, j'ai donné 2 angles. L'angle sanitaire et l'angle des droits humains.
personnes vivant avec le handicap, lorsque vous faites un article sanitaire, ça ne va jamais me causer un problème. Jamais. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous allez parler d'une évacuation sanitaire ou que vous allez appeler à ce qu'une personne handicapée puisse bénéficier d'un accompagnement sanitaire, si vous utilisez ça, ça ne me dérange pas. Mais lorsque je vais faire une manifestation et que je suis une association, ou même je suis un simple citoyen, mais personne handicapée, à ce moment, si vous mettez vivant avec le handicap, vous voyez qu'il y a un problème. Parce que là, je m'avais revendiqué, je vous donne un cas, l'employabilité. L'employabilité. Mais là, je m'avais revendiqué un droit que me confère non seulement la loi mère, la Constitution, mais aussi le Code du travail et même le Code de la fonction publique. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, il est plus judicieux d'utiliser personne handicapée. Voilà à quoi moi je veux vous emmener. Vous faites un papier ou un documentaire sanitaire, vous utilisez ce terme-là parce qu'il est plus adapté au contexte. Et lorsque vous allez dans le contexte de droit, voilà le thème qui est le plus adapté. Pourquoi? Parce que nous sommes avant tout considérés comme étant des spécialistes. Des spécialistes parce que nous vivons avec. Mais ce n'est pas une maladie, le handicap. Il y a des handicaps où on ne prend pas des comprimés tous les jours, où on n'a pas la fièvre tous les jours. Quelle est la définition de la maladie? C'est celle-là, vous voyez? Mais est-ce que nous, moi là où je suis là, je suis déficient visuel? Est-ce que je suis malade? Non, là je ne suis pas malade. Je ne fais pas de la fièvre. Je ne fais pas de la fièvre, je ne prends pas un comprimé tous les matins. Même s'il peut m'arriver de mettre des gouttes, mais je mettrai des gouttes simplement parce qu'il faut préserver. Ou parce que j'aurai une tension, mais en réalité, je ne suis pas malade. C'est ça la différence aussi, justement. C'est qu'on n'est pas toujours malade lorsqu'on n'est personne handicapée. Parce que le plus souvent, on nous associe à un malade. Oh, mais il est malade. À plusieurs reprises, je me suis retrouvé soit en me promenant, et tu entends, « Ah, mais lui aussi, hein. Et pourtant, il est malade, il ne peut pas rester à la maison. » Ah, attendez. Mais non, je ne suis pas malade. Non, je ne suis pas malade. Voilà pourquoi, vous voyez, les confusions se font. Parce que justement, on part du domaine sanitaire pour l'emmener dans le domaine de droit. Non, je ne suis pas malade. J'ai dû me battre, pour une petite anecdote, avec ma mère. Alors, lorsque je reviens de l'opération au Maroc, j'arrive, madame décide de vouloir venir s'installer chez moi, dans ma maison. Entre-temps, j'ai la personne avec qui je vivais, avec laquelle d'ailleurs je me suis fait, il m'arrive de prendre des avions seul. Mais, attendez, je suis un être humain, je marche, je me déplace, j'ai des facultés, et je crée même beaucoup plus de facultés que vous. Parce que, s'il m'arrive de vouloir voyager seul, je suis allé au Niger, par exemple seul, mais je dois créer des mécanismes, et ça, même vous, quelquefois, vous n'avez même pas ce sens-là de dire comment je fais. Mais
Je suis allé à Abidjan, j'étais logé au plateau, c'est la BAD qui m'avait invité. Mais quand j'arrive à l'aéroport, je dois prendre, personne ne vient me chercher à l'aéroport, mais je dois aller à l'hôtel au plateau. J'ai l'adresse. Je fais comment? Je vais rester à Libreville, rater un voyage payé, tout frais, payé par une institution comme la BAD, ou arriver là-bas, le séminaire que je vais recevoir, ce sera un plus pour moi, ou bien je reste chez moi. Mais le choix est vite fait. Je prends l'avion. Et puis, arrivé à l'aéroport, je développe des mécanismes qui vont me permettre d'arriver à l'hôtel. Et à l'hôtel, lorsque je suis logé dans une chambre, j'étais logé au 7e, le repas se passe en bas. Mais là, je crée, quand j'arrive dans la chambre, je crée encore des mécanismes. Parce que je dois me laver, et quelquefois c'est la baignoire, ce n'est même pas la colonne, mais c'est la baignoire. Mais je dois ne pas me casser le pied pendant que je suis là-bas. Mais vous voyez qu'on devient, ou du moins les mécanismes, les réflexes, viennent tout seuls. Donc, c'est des exemples de vie, là, qu'on est en train de vous donner, mais simplement pour vous dire que si vous avez de la famille, vous avez des personnes, quelquefois, qui sont dans le même état que nous, ou dans un autre état, il y a des handicaps où les gens font exprès, qui n'ont pas besoin d'assistance. Moi, je fais la cuisine, hein. Je prépare. Oui, j'appelle mes enfants, mon épouse, on se met à table, on prépare. J'ai un plat favori, mes enfants n'aimaient pas, la purée de taro, hein, avec le poisson fumé. Ils n'aimaient pas. Mais quand je fais ça, vous voyez comment tous maintenant, oh, même les petits enfants, oh papi, tu as fait la purée aujourd'hui. Et tous ils viennent se mettre à la table. Ils mangent. Mais pourquoi? Parce que nous aussi, les personnes handicapées, nous devons vous démontrer que oui, nous avons perdu les yeux, exemple, mais j'ai les 10 doigts, j'ai le cerveau, j'ai les pieds. Donc à ce moment-là, si vous venez me chouchouter, oh, mais attends, je te mets l'assiette, je m'en vais te mettre l'eau à la douche, ne faites plus. Un peu possible, s'il vous plaît. C'est très important ce qu'il dit. C'est très important parce qu'il y a vraiment, c'est une expérience ici comme chez nous-mêmes. Des gens qui attendent. Généralement, c'est la famille qui a commencé ça. La famille l'a tellement couvé que quand il est autonome même, il ne sait rien. Il ne va jamais mettre. Même des gens dynamiques, hein, il va avoir le réchaud à gaz chez lui, il ne va jamais rien mettre au feu tant que sa copine ou sa femme n'est pas là. Malheureusement, ça arrive parmi nous. Mais une autre raison pour laquelle on dit personne handicapée, qui a été d'ailleurs adoptée par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, c'est que en fait, les personnes handicapées dans les mouvements émancipatoires, c'est-à-dire des moments de revendication, de défense de leurs droits, se sont dit, quand on dit tel ou pas tel mot, ça change quoi sur nous? Vraiment, dites le mot qui touche directement la chose, qui décrit la chose, sans avoir besoin d'utiliser des contours, et sans même, tant qu'il ne heurte pas, ça va. Et c'est pourquoi la Convention des Nations Unies a adopté personnes handicapées. Merci. Je voudrais... Okay. Et au-delà de... sur le sens de la terminologie, je voudrais peut-être dire que c'est une question d'école. Voyez un peu. Personnes vivant avec le handicap, c'est un peu les Nations Unies qui utilisent ça. Vous verrez dans beaucoup de documents, personnes en situation de handicap, personnes vivant avec le handicap. Mais la convention, comme Gabriel venait de le dire, parle de personnes handicapées. Donc, au niveau de la loi camerounaise, par exemple, c'est la personne handicapée qui est utilisée dans la loi de 2010. Donc, ici, en convoquant l'approche basée sur les droits, comme M. Olivier l'a dit avant, le principe voudrait simplement qu'on mette en avant les droits humains, donc qu'on mette en avant la personne, et puis maintenant, en fonction des chapelles, dans les types de handicap qu'on a définis, qu'on ajoute
peut-être le type de handicap. Si on a affaire à un groupe de personnes déficientes auditives, on dira, au lieu de dire peut-être les sourds, comme parfois on utilise de façon aussi brutale, vous voyez qu'on a qualifié la personne par sa déficience. Il est important de dire personne déficiente auditive. Donc, vous voyez que personne handicapée, c'est de manière générale, mais quand on revient dans la catégorisation, il est important en tant qu'homme et femme des médias de mettre en avant le mot « la personne ». Donc, sur la terminologie, si c'est une personne qui est albinos, on dira une personne vivant avec l'albinisme. Si elle est de petite taille, par exemple, on dira une personne vivant avec le nanisme. Vous voyez un peu. Au lieu de dire un mongol, on va dire personne ayant la trisomie 21. Si c'est une personne qui ne voit pas, on va dire personne ayant une déficience visuelle. Donc ça, c'est un peu pour éclater, parce que le concept se pose, c'est un débat qui est récurrent, mais il faudrait qu'on mette en avant la personne. Et quand on parle de personne handicapée, c'est une personne ayant ses droits, et on doit mettre en avant ce droit humain-là, qui est la personne, et maintenant, après, en fonction, en contexte et en situation, nous devons mettre le type de handicap pour permettre de diversifier ou alors de les différencier. Merci. Avant la question, j'ai oublié une chose. J'ai oublié une chose, c'est que les personnes affectées de VIH sont des personnes handicapées. C'est rentré récemment comme admis dans la nomenclature ou les typologies de handicap. Et il y a aussi les peuples autochtones qui font partie justement de ça. Et tout ça, ça rentre dans la catégorie des personnes vulnérables. Merci. Vous pouvez continuer. Oui, oui, allez-y. C'est par rapport aux interviews. Le journaliste, il a l'information, la bonne information avec vous déjà. Personne vivant avec, personne à déficience, ainsi de suite. Mais la personne qu'on va interviewer dehors n'a pas cette formation, ne connaît pas forcément la technologie. Cette personne peut, au cours d'une interview, prononcer que non, c'est un aveugle, et c'est un sourd, c'est ceci, cela. Est-ce que nous, en tant que journalistes, on coupe la partie là ou bien on laisse passer? Non, là, c'est clair que ce n'est pas le média. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y en a qui ne veulent pas assister à des renforcements de capacité. Parce que c'est là, nous, quand on s'en va et qu'on ramène des nouvelles informations, automatiquement, on les vulgarise. Mais on a des personnes handicapées comme nous qui refusent de se mettre au niveau d'elles-mêmes. Hein. Lorsque vous allez dire à une personne handicapée, viens à 6 heures prendre 5 000, il viendra à 5 heures du matin. Mais lorsque vous allez lui dire, viens, j'ai un renforcement de capacité à 9 heures à donner, vous allez compter le nombre de personnes qui vont venir. Parce que ça aussi, il faut reconnaître que nous avons nos faiblesses. Et quelquefois, nos faiblesses, quelquefois nous avons nos faiblesses. Et malheureusement, dans nos familles, quelquefois, quand certaines familles veulent faire l'effort de nous autonomiser et de nous amener à être comme les autres, là aussi nous avons nos humeurs et notre compréhension. Parce que la première des choses chez un déficient, c'est l'acceptation d'abord. À lui le premier, avant la famille, à lui le premier d'accepter qu'il est devenu, où qu'il est né. Et après, c'est la cellule familiale avant le reste. Voilà le problème fondamental. Mais là, on ne peut pas vous en vouloir parce que la personne, elle a parlé en disant cela. Non, non, on n'en voudra jamais un média. Jamais. Surtout que si, pour compléter, vous pouvez couper seulement si ça ne dénature pas l'information que vous voulez diffuser. Comme vous avez le droit de couper des lapsis ou bien
des respirations, quand vous faites le nettoyage, oui, quand vous allez au montage. Si ça ne dénature pas, si peut-être vous allez remplacer ça par votre narration, il n'y a pas de problème, vous faites passer juste l'information. Écoutez ce qu'il dit concernant les personnes handicapées, pas vous mettez l'élément. Peut-être, là, ça ne dérangerait pas. Mais si ça va vraiment dénaturer le texte, non, il vaut mieux laisser. Les gens font des erreurs dans vos interviews, vous laissez. Des erreurs de langage. Et puis, il y a aussi un problème, que je profite pour en parler, c'est effectivement l'accessibilité même des personnes handicapées aux médias. Parfois, elles refusent de se prêter au jeu, alors qu'en réalité, vous ne pouvez pas traiter d'informations. Déjà que la décennie des personnes handicapées dit plus rien pour nous sans nous. Vous n'allez jamais faire, tel que nous vous recommandons de faire là, vous allez le faire en compagnie à chaque fois en fonction du type de handicap d'une personne concernée par la question, qui puisse en dire quelque chose. Et très, très souvent, une dame, quand je me rappelle, même Sally Messiot, si vous la connaissez, une journaliste quand même réputée, quand nous faisions le forum sur le passage du Cameroun à la TNT, elle coordonnait un panel où j'étais, et dit, mais généralement les personnes handicapées se refusent, quand tu vas vers elles, même dans la rue pour l'interviewer, elles, les colériques, etc. Bon, il y a ce travail qu'il faut aussi faire sur la personne handicapée, que nous reconnaissons que nous devons faire, pour qu'elle apprennent à savoir que si elle ne se prête pas au jeu du média, qui va le faire? Et nous qui avons déjà un peu une expérience, ou qui connaissons les enjeux, comme M. Olivier et moi, par exemple, et d'autres, ce que nous faisons, c'est que quand nous allons même dans les médias, quel que soit le thème, nous orientons dans le prisme du handicap. Et un peu comme l'homme politique d'un bord politique va, selon votre question, vous amener dans son bord. Et c'est comme ça que je suis invité sur une chaîne de télévision le 31 décembre l'année dernière. Et là, je veux dire, nous étions en 2000, avant la CAN, pas celle de l'année dernière, avant la CAN que le Cameroun a organisée. On parle des stades. Il y a sur le plateau un grand journaliste reporter, Eboa Elani. On parle de la construction des stades et tout qui sont en train d'être achevés. La CAN va se dérouler en janvier. Et je rappelle, je dis oui, c'est bon. Les stades, c'est bien. Mais faudrait-il encore qu'ils soient accessibles? Et le journaliste dit, mais depuis, tu ne fais que nous orienter vers le handicap. C'est 2 mois, lors de la CAN, quand il y a eu des morts, parce qu'il n'y a pas eu assez d'ouverture. Quand il y a eu, parce que j'ai expliqué, mais quand c'est accessible, c'est facile pour tout le monde. Quand c'est plus facile de courir dans les rampes que de courir sur les escaliers. J'ai expliqué comme ça, etc. Et c'est quand il y a eu des morts au stade, au d'Olembe, qu'il me rappelle, me dit, mais gars, c'est vraiment nous qui ne comprenons pas. Et pire encore, dans cette situation, une fille handicapée est décédée. Une amie de l'université qui était aussi de sortie de promotion même, qui enseignait l'histoire. Parce qu'elle tenait à aller voir le match. Donc, si ces personnes handicapées ne se mobilisent pas pour envahir aussi les médias, vous n'aurez pas forcément des gens avec qui animer les plateaux, puisque vous avez besoin de la ressource, effectivement. Donc c'est un travail sur lequel... Ok. Par rapport à au projet que nous avons sur les personnes handicapées. Bon, d'accord, parce que dans le point, on a mis personnes en situation de handicap. On va gérer ça. Nous avons des personnes qui nous posent des questions sur est-ce que les malades, les DREPA, sont catégorisés comme handicapés. Aussi, ceux qui ont des scolioses, dans quelle catégorie les mettre? Donc, on a ces 2 questions-là. Et l'autre rapport, c'est pour les médias. Nous allons organiser des formations en langue de signes. Voilà, gratuit, c'est gratuit. Hein? Donc, on espère que vous aurez... On vous forme gratuitement.
On vous forme gratuitement parce que c'est pour nous aider aussi à avancer parce qu'on est dans la sensibilisation et pour l'inclusion des personnes handicapées de tout type de handicap. Donc, on inclut tout le monde, on veut former tout le monde. C'est gratuit, donc profitons-en. C'est dans les 9 provinces. Voilà, d'accord. Donc, tout commence à partir de janvier 2025. Toutes les formations. On a toujours donné ne fût-ce que de l'argent de taxi. Ça, je vous le dis parce que, comme vous le dites, oui, dans nos budgets, nous mettons communication, une rubrique communication. Mais ce qui est un peu dommageable, parce que là aussi, quelquefois, nous voulons, par exemple, amener les médias un peu plus loin. Parce que moi, par exemple, bon, je suis logé à Addis Abeba quelquefois, mais je voudrais bien amener un journaliste pour aller couvrir les événements. Mais le malheur, c'est quoi? C'est que entre le billet, le logement, quelquefois ma rubrique ne tient pas. Elle ne tient pas, mais or je voudrais bien. Mais en dehors de cela, on veut aussi avoir des partenariats où je dis, je suis à l'extérieur et je vais peut-être envoyer des images ou une vidéo et audio et autres et que je vais envoyer à un journaliste parce que lui aussi, il doit se faire aussi de l'audience pour avoir couvert quelque chose. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas souvent aussi vos adresses. On n'a pas souvent vos adresses. Parce que ceux avec qui on a l'habitude de travailler, c'est des gens, soit par affinité, parce qu'on les a toujours connus, on sait qui ils sont, mais on aimerait avoir une presse plus élargie pour dire, bon, c'est l'information, et l'information doit être véhiculée, parce que vous êtes, comme on l'a dit depuis ce matin, ce pouvoir qui, justement, peut amener le handicap à une autre dimension et à être mieux pris en compte. À être mieux pris en compte parce que les problèmes de handicap ne finiront pas. Nous, aujourd'hui, notre combat, nous avons 2 combats. C'est le combat des droits, mais c'est le combat d'éviter aux autres d'être des personnes handicapées. D'être des personnes handicapées. Parce que, déjà, si je vous prends autant que vous êtes dans la salle, vous faites tous une erreur. Vous utilisez vos téléphones avec des luminosités qui ne sont pas correctes et vous utilisez vos téléphones à des durées indéterminées qui, un peu, amène à. Vous travaillez très tardivement dans la nuit, mais vous travaillez dans l'obscurité ou dans un abat-jour. Déjà, je vous dirais que l'abat-jour n'est pas conseillé de travailler sous l'abat-jour. Vous utilisez des ordinateurs où vos filtres, les écrans quelquefois n'ont même pas de filtre, et vous avez des expositions à longue durée. Mais or, nous, qui sommes là déjà, nous ne voulons pas que vous soyez comme nous. Vous voyez? Ça, par exemple, c'est des sujets aussi pour dire, vous, en tant que média, attention, dans l'exposition longue des appareils numériques, votre acuité visuelle va baisser. Dans le mauvais éclairage d'une pièce, votre acuité visuelle va baisser. Et il est arrivé qu'on ait quelqu'un qui est devant son ordinateur et qui, paf, ça disparaît, après ça revient, mais il se dit, oh, c'était passager parce que j'étais fatigué et autres. Or, il doit aller consulter. Parce qu'il a eu l'écran noir, et comme il a eu l'écran noir, ça n'a pas duré, mais attention, il faut aller consulter. Oui. C'est autant de mécanismes, autant de choses que nous pouvons partager de temps en temps avec vous. C'est comme vous aussi, vous pouvez venir nous solliciter. Parce que la démarche doit aller dans les 2 sens. Hein. Ce n'est pas forcément nous, à chaque fois qu'on a besoin de vous. Non, vous pouvez avoir envie d'écrire un papier
Et de dire non, mais je vais aller le voir. Nous, on va vous donner ça gratuitement. On ne va rien vous demander en contrepartie. Ce sera gratuit. Ce sera vraiment gratuit. Mais quelquefois, sollicitez-nous. Il y a un problème, il y a quelque chose. Un enfant handicapé a passé un examen et sa prise en charge n'a pas été correcte. Mais vous voulez faire un papier sur ça. Nous, on va vous donner les textes, on va vous dire, voilà sur quoi vous pouvez vous appuyer pour que l'éducation nationale ne vous poursuive pas, etc. Voilà l'approche que vous devez avoir par rapport à votre papier parce qu'il sera, par exemple, plus ou moins mieux présenté et vous n'aurez pas de répercussions par la suite. Collaborons ensemble et puis je crois que nous gagnerons tous et le premier gagnant sera le handicap. Sur ce, je crois que nous avons tiré très en longueur aujourd'hui. Nous avons dépassé très largement. Oui, il est sensiblement midi. Et donc, nous tenons très sincèrement à vous remercier d'avoir pris de votre temps, vraiment de votre temps, pour cette journée dont les échanges ont été très fructueux. Et nous aussi, nous avons appris de vous. Vraiment, nous avons appris de vous. Nous vous en remercions pour cela. Et nous disons que nous sommes là. À chaque fois que vous allez nous solliciter, nous allons toujours répondre. Et merci encore. Bonne continuité et surtout bon retour dans vos services. Merci. Monsieur le Président. Oui. Et pendant que nous allons essayer... Une photo de famille, s'il vous plaît. On ne peut pas vous laisser repartir comme ça. Oui, avant la photo de famille, pendant que nous allons essayer de vous lever, peut-être toujours tenter de répondre à certaines questions. Il reste encore deux questions en suspens. Oh. C'est juste un constat. Et Christelle Sam Oui. a une question. D'accord. Et il y a une question en suspens, c'est-à-dire que vous allez nous donner aussi des astuces pour pouvoir gagner des trucs avec les associations. Je suis levé et avec 5 000, comme Tassi, il y a 10 000, comme Tassi.